our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. On prend les mêmes et on recommence. C'est 12 points saison 2 avec Vincent. Salut. Bonjour à tous. Et moi-même Thomas. La foule est en délire. La foule est en délire pour cette saison 2 de Tous Points le podcast. On a été renouvelé. Le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors oui, on a des choses à dire et on va continuer à les dire sur ce podcast d'opinion. On ne nous bâillonnera pas. Nous sommes un média d'opinion. Et de divertissement. Évidemment, bien sûr. Alors avec cette saison 2, comme l'année dernière, on revient avec un épisode toutes les 3 semaines. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, de toute manière. Donc Exactement. Et alors non seulement ça marche pas mal, mais ça marche plutôt bien, puisque en fait je voudrais qu'on remercie particulièrement quelqu'un en ce début de saison 2, un auditeur qui s'appelle Pierre Dash, et qui en fait... 2 en 1. Exactement. Et qui, alors qu'on n'en a pas fait la promo, est notre premier tipeur. Merci Pierre Dash. Donc, on a un compte Tipeee, oui, tout à fait. Tipeee, T-I-P-E-E-E. Donc 3.com/12 points podcast. Si vous voulez nous aider financièrement pour pouvoir produire un podcast de meilleure qualité. Pour pouvoir me payer des petites culottes en coton. Bref, n'hésitez pas, make it rain. Voilà, et vous verrez les contreparties qui figurent sur notre page Tipeee. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence cette saison 2 avec un sujet brûlant. Évidemment, et surtout, chauvin, Ingrid. Allez. Exactement, puisque qui dit Eurovision dit putain quand est-ce qu'on gagne. Et donc du coup, on va aborder quoi? La France à l'Eurovision. Alors oui, la France à l'Eurovision. La France est un pays membre fondateur de l'UER, rappelons-le, l'Union Européenne de Radio-Télévision. On n'avait pas encore dit pour la saison 2, ça y est, Je c'est suis fait. content, j'ai mais coché on ma démarre case. sur les chapeaux de roue. Exactement, depuis 1956. Et quelle est la part de responsabilité de la France dans l'UER, justement, en 1956 ? Alors en 56, elle fait partie vraiment du duo avec la Suisse qui trust l'Union européenne de radio-télévision et pas juste le concours Eurovision. Vous vous souvenez, c'est un consortium de bourses d'échange de programmes et en même temps, ils produisent leurs propres programmes. Pour le coup, c'est comme une organisation internationale style l'ONU. Et la France et la Suisse sont les deux pays qui ont trusté la création de cette institution internationale. C'est marrant, j'aurais dit aussi la BBC qui était la plus avancée techniquement à ce moment-là, mais finalement non. Alors finalement, elle a amené vraiment du savoir-faire, du savoir technique, mais en tout cas, on va dire l'origine politique et philosophique de cette union, c'est vraiment la France et la Suisse. Et en revanche, le concours Eurovision de la chanson, la France est les leaders là-dessus, ou ça reste la Suisse qui maîtrisait beaucoup plus C'est la l'idée. Suisse. Du coup, en fait, c'est Marcel Besançon, c'est le fondateur de l'Union européenne de radio-télévision, qui est resté une dizaine d'années président de l'UER, et c'est lui qui a trusté, c'est lui qui a poussé pour créer ce programme. Donc, c'est vraiment un Suisse, pour le coup. Là, la France a assez peu de rôle dans la création de l'Eurovision. Alors, elle a quand même un rôle prépondérant au sein de l'UER. Qu'est-ce qui la distingue justement des autres pays participant à l'Eurovision ? La thune. Elle paye plus, oui, c'est ce que j'allais dire. La thune. On débourse. C'est ça. En fait, le truc, c'est que les budgets du coup des diffuseurs publics sont proportionnels au poids du pays. Donc forcément, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Espagne ont forcément une participation en pourcentage beaucoup plus importante au budget de l'UER que la Moldavie ou la Lituanie ou feu le Luxembourg. Alors, ça n'a rien à voir avec les salaires des footballeurs aujourd'hui. J'aimerais quand même qu'on highlight un peu ce sujet. Ne tapez pas sur la France qui donne de l'argent à l'UER pour organiser l'Eurovision. C'est pipi de chat, c'est vraiment. quelques millions maximum. Mais c'est quand même énorme. suffisant pour donner à la France un rôle honorifique au sein aujourd'hui du concours Eurovision de la chanson, qui est celui de faire partie du Big Five. Est-ce vraiment une bonne chose? Oui. Alors, donc le Big Five, c'est depuis 1999 le droit en fait de passage automatique en finale des 5 pays qui sont la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne en finale sans passer par la demi-finale. En plus du pays vainqueur, mais ça c'est la logique en plus du gagnant. Du pays vainqueur. Est-ce qu'il y a d'autres avantages justement à faire partie du Big Five que celui d'arriver directement en finale ? Mais c'est déjà énorme en fait. La loge est plus grande. Non, en vrai, même avant 1999, c'était vraiment très important puisque du coup,
les 5 pays fondateurs ne pouvaient pas se faire éliminer une année sur l'autre, vu qu'ils étaient tout le temps là au concours. Avant 99, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont regardé l'Eurovision avant 99, mais il y avait des pays, si le pays terminait dans les 10 derniers, l'année suivante, il ne revenait pas. Ah. Donc il y avait vraiment une pression, c'est-à-dire que si tu termines dans le bottom 10, bah, tu revenais pas l'année prochaine. Tu Peu revenais dans importe 2 ans. que tu finançais ou pas le concours, tu ne participes pas. si t'arrivais Sauf dans le les bottom. gros pays. Sauf les gros pays qui avaient toujours ce passe-droit, donc C'est même ça. avant 99. C'est ça. Donc même, tu vois, même si c'est une guerre en chansons, etc., machin, et en termes avec des accords de paix, des choses comme ça et tout, machin, bon, bah, les derniers, bah, ils sont toujours niqués. Hein, finalement. Alors ça, c'est l'ancien truc. Maintenant, tout le monde revient chaque année et c'est pour ça que voilà, ça dure toute une semaine Bah, avec 3 tu reviens spectacles. si tu signes un chèque, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, la France est présente au concours Eurovision de la chanson depuis 1956. Est-ce qu'elle a participé à toutes les éditions depuis 1956 Et non, Thomas, non. Et parce que la France n'a pas participé 2 fois. Et alors, selon moi, la fois la plus emblématique, hein, c'était en 1974, Oui. où en fait, c'était Dany, la chanteuse Dany, qui devait participer. nous a quittés récemment. Qui nous a quittés Ouais. récemment, tout à fait. Qui devait participer au grand concours de l'Eurovision, hein, pour la France, avec sa chanson La vie à 25 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Pompidou a canné. Hop là, clac. Le président de la République. Le président de la République, tout à fait. Le vieux Pompidou, il a passé l'arme à gauche. Et alors, donc, du coup, apparemment, c'était assez énorme pour qu'on ne participe pas au concours de l'Eurovision. J'ose espérer que quand je mourrai, la France ne participera pas à l'Eurovision parce que tout de même, ce sera aussi un événement aussi fort que ça. Non, en vrai, il y avait une cause explicative, c'est que le samedi avait été déclaré deuil national, jour de deuil national. Et donc, toute célébration, quelle qu'elle soit, avait été annulée ou décalée. D'accord, donc première non-participation de la France, 1974. Oui, cela dit, en fait, pour l'anecdote, hein, parce que je vous le dis, l'année d'après, quand même, la pauvre Dany, qui n'avait pas pu, en fait, du coup, Ah bah oui, elle a participé ou pas présenter sa chanson, du coup, a retenté sa chance l'année d'après, parce qu'ils lui ont dit, attends, Dany, reviens, écoute, c'est con, j'ai les mêmes à la maison, reviens, etc. Mais donc, Dany s'était dit, genre, j'aimerais bien faire un truc un peu plus subversif, etc., machin et tout. Donc, à qui elle demande d'écrire sa chanson ? Elle demande à Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, qui est quand même réputé pour ses frasques et ses textes un peu tendancieux et un peu à double sens. Et ça n'a pas loupé. La chanson que Dany, du coup, a proposée du coup, au concours Eurovision, eh bien, n'a pas été retenue puisqu'elle a été jugée connotée sexuelle. Enfin, Trop subversive. il y avait une connotation sexuelle trop présente, en fait. Et donc, du coup, elle a annulé cette chanson. Elle n'a pas pris cette chanson-là. Elle a pris une autre chanson qui avait été écrite par les gens qui lui avaient écrit La vie à 25 ans, donc du coup, la chanson qu'elle avait proposée avant. Mais elle n'a pas été retenue au concours. Du coup, Dany n'a jamais participé au concours Eurovision. Alors attends, La loose. j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, il y a encore de la censure sur les textes des chansons. Oui. Ah oui. Chaque année, l'UER en fait retoque certaines chansons ou demande aux télédiffuseurs de modifier Ah oui, certaines encore phrases. aujourd'hui Oui. Alors Parce je sais que- qu'on l'a abordé dans le cadre de la géopolitique de Exactement. l'Eurovision. Tout à fait. C'est pas tellement sur l'aspect sexuel le Mais problème, là, c'est ouais. souvent sur des phrases, soit avec des insultes qui sont du coup interdites, donc faut changer certains mots, soit quand il y a un jeu de mots ou quand il y a quelque chose de trop proche d'un élément politique, style la Géorgie qui avait envoyé, souvenez-vous, la chanson au titre We Don't Wanna Put In. Quand c'était chanté d'affilée, ça faisait We Don't Wanna Put In. Là, c'était trop gros politiquement, donc on avait dit à la Géorgie. Alors qu'il parlait évidemment des frites avec la sauce brune et le fromage, très apprécié chez nos amis québécois. La France n'a pas participé également en 1982. hein, 1982 pour, pour la une deuxième bien fois. autre raison. Pour une autre raison qui est alors tout à fait chatoyante, hein, j'aimerais le préciser, puisque le nouveau directeur des variétés de TF1, parce qu'à l'époque c'était pas Antenne 2, hein, c'était TF1, donc ce charmant jeune homme s'appelait Pierre Boutellier, et donc Pierre Boutellier il avait estimé en fait que le concours, je cite, hein, n'était plus qu'un monument à la bêtise dont l'intérêt avait été dissipé par l'absence de talent et la médiocrité des chansons. Et bon, bah écoute mec, écris-nous un truc dans ce cas-là, je veux dire, si t'es si intelligent. Connard. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est juste une histoire pareille de gros sous, d'audience, de machin. Le mec ne voulait plus diffuser sur TF1. Non, Et du coup, il a décidé du jour au lendemain. Ouais. Non, je pense que c'est pas une histoire de gros sous, c'est une histoire, il trouvait ça nul en fait. Voilà. Il trouvait que c'est de la merde. Je pense concrètement, c'est ce que ça veut dire. TF1. Ah bon, Donc tu penses on parle de TF1. TF1. Alors attention, TF1 à l'époque était public.
Ah, bah justement, parce que Oui. j'avais une question à ce propos, puisque pour moi, et on évoquait dans les précédents épisodes, ne peuvent participer qu'au concours que les chaînes publiques. Oui, Donc toujours. TF1 était... Oui, TF1 était public. Il a fallu attendre 1986 pour que TF1 soit privatisé, enfin l'ancien RTF. Et à partir de 86, d'ailleurs, le concours du coup n'était plus diffusé sur TF1, mais est revenu sur Antenne 2. C'est difficile à croire hein, que TF1 ait pu être une chaîne publique un Oui. jour. Quand même. Et pour autant, TF1 a participé au financement de l'UER Ah bah oui, jusqu'à puisque récemment. Alors en fait, elle y est toujours. D'accord. C'est-à-dire que France Télévisions est le télédiffuseur officiel pour diffuser tout ce qui passe sur la bande Eurovision, mais d'autres télédiffuseurs style TF1, M6 peuvent aller piocher dans la base de données de programmes de l'Union européenne de radio-télévision. D'accord. Je serais quand même curieux d'aller voir un autre programme de l'UER, voilà, comme ça, qui serait diffusé dans la banque de données. Il doit y avoir des choses passionnantes, non? En stock donné par les autres pays, tu veux dire, Oui. ou créé par l'UER? Oh, bah oui, en stock. Et Ah bah créé, il doit y je avoir pense. des trucs, je sais pas, des programmes estoniens ou Ça doit être formidable, non? Mais oui, Des trucs qu'on que- pourrait- pour aider à s'endormir. Ça change de chasse-pêche et tradition, hein, j'ai envie de dire. Mais que fait Salto Donc 2 fois, la France n'a pas participé à l'Eurovision. Est-ce qu'aujourd'hui, la France pourrait envisager de ne plus participer au concours vu qu'elle continue de financer parmi le Big Five le plus à ce programme? Elle pourrait très bien dire, effectivement, du jour au lendemain, je participe plus. Alors attention, c'est France Télévisions qui pourrait très bien dire, pour X ou Y raison, je participe plus. L'Italie l'a fait finalement. L'Italie l'a fait pendant 10 ans. Ils sont revenus, ils ont gagné. Ils vont repartir, ils vont revenir. L'Angleterre a failli partir, ils se sont dit tiens, on a failli gagner. Il n'y a vraiment aucune obligation à participer au concours. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est de quitter l'Union européenne de radio-télévision. D'accord. T'y es, t'y restes, c'est clair. En fait, en tant que télédiffuseur public, tu as obligation d'être Ok. dans cette union. Cela dit, je pense, enfin, c'est peu probable que la France se retire du concours Eurovision. Oui, tout de même, alors hein. surtout là depuis quelques années où ça va mieux, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a une dizaine d'années, il y avait des bruits de couloir comme quoi France Télévisions voulait se retirer parce qu'elle faisait des scores minables et catastrophiques, avec des audiences aussi catastrophiques. Et donc, il y avait des idées de en fait, on se barre, quoi. Et alors, Partons. Vu que récemment on fait la nique à The Voice, j'ai envie de dire. Voilà, ils vont rester. du coup, dans l'histoire de la participation de la France à l'Eurovision, moi je voudrais clôturer là-dessus. Est-ce que vous pensez que TF1 aujourd'hui pourrait mieux s'engager sur la marque Eurovision? Parce que j'ai l'impression que la marque Eurovision aujourd'hui prend une ampleur dingue. Rappelons que cet été, on a eu des annonces dingues sur l'Eurovision. Lancement de Latina Eurovision, lancement de Canada Eurovision. Autant d'Eurovision que de Drag Race finalement. Saison 2 signée pour American Song Contest. Malgré les audiences Malgré catastrophiques, Ouais, tout à fait. saison 2 lancée. Mais cela dit, je doute, hein, selon. Parce que je pense en fait que oui. C'est-à-dire que TF1, même si je ne regarde pas TF1, et vu les critiques qu'on vient de faire sur TF1 tout à l'heure, je trouve que dans l'événementiel, ils sont meilleurs que France Télévisions. Par exemple, tu vois, si on regarde The Voice ou autre, ils savent beaucoup plus mettre en avant une musique, la matraquer avec des pubs et compagnie. Donc, on peut imaginer que la promo ou le momentum autour de la chanson peut-être serait mieux mis en avant avec TF1. C'est pas faux. Mais justement- il se trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez significatif hein, dans tous les ménages on peut voir, on peut apprécier en tout cas. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux, ils allument la télé, ils tombent sur TF1, ils restent sur TF1. En vrai, c'est un truc qui est prouvé, qui est admis. Voilà, c'est comme ça en fait. Donc, en effet, peut-être qu'il y aurait un rayonnement un peu plus gros. À savoir aussi que TF1, pour la plupart des programmes de divertissement, sont des programmes achetés, des programmes qui existent déjà aux États-Unis. The Voice existe aux États-Unis, Danse avec les stars. Oui, existe c'est aux États-Unis. rodé. Ce sont des programmes ce sont des franchises qu'ils achètent. Donc, du coup, en fait, la charte graphique ou la charte de réalisation est déjà hyper léchée, hyper structurée. Donc, forcément, ça donne un côté américain, quoi. Oui, mais Quentin, t'as mis le doigt sur un truc assez juste. TF1 fait la promo à travers la pub, c'est-à-dire qu'ils ont les financements nécessaires pour matraquer. Aujourd'hui, France Télé est soumis à un budget fixe lié à son propre financement. Demain, en plus, avec la suppression Qui va baisser, de la redevance télé, on ne sait
toujours pas aujourd'hui comment vont être financés les services publics audiovisuels, de médias et de tout à fait radio. ton point de vue. Après, bon, comme tu dis, ils sont contraints par une baisse du budget en permanence. Donc, comment veux-tu faire de la promotion avec moins de budget? France Télé, on est avec vous. Hein. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Nous, on adore le programme. On est quand même très fiers de voir ce qu'a fait France Télé de l'Eurovision ces 10 dernières années. Vraiment, il y a une vraie volonté, il y a une vraie ambition sur la participation de la France à l'Eurovision. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une explication. C'est que Delphine Ernotte, donc la PDG de France Télévisions, est aussi au conseil d'administration du Référence Group, qui est si on compare une entreprise, c'est le conseil d'administration du concours Eurovision. Mais non. Et elle est présidente de cette structure-là. D'accord. Donc en fait, la France, pendant 30 ans, n'a envoyé aucun représentant. Ils sont une dizaine, il y a une dizaine de pays qui est représentés. Vous en doutez bien, il y avait tout le temps des Suédois. C'est-à-dire que c'est là où ils se décident des règles. C'est là où on décide d'une année sur l'autre. Tiens, qu'est-ce qu'on ne ferait pas changer dans le concours? Est-ce qu'on n'inviterait pas l'Australie? Est-ce qu'on ne changerait pas la distribution des points? Donc la France, pendant 30 ans, en fait, avait disparu, ne s'investissait pas là-dedans. Et Delphine Ernotte, quand elle est arrivée à la PDG de France Télévisions, elle s'est aussi investie à l'Union européenne de radio télévision et elle est devenue du coup présidente de ce référence groupe qui est vraiment la tête pensante pour le futur du concours. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue dans le renouveau de France Télévisions. Alors là, la France participe, la France a du mal à gagner, mais la France a gagné. Et la France a gagné de nombreuses fois le concours Eurovision de la chanson. Alors, calmons-nous. C'était dans les années 60. Oui, ok, pas de notre vivant, très bien. Mais aujourd'hui, la France a à son palmarès quand même 5 victoires. Ah ouais, alors moi je dirais 4 et non pas 5, mais je dirais 4 qui sont plutôt bien mérités. En même temps, il y avait tellement peu de pays à l'époque que forcément, c'est sûr. Donc notre première victoire, je dis ça comme si j'étais chauvin Ingrid. 1958, du coup, première victoire de la France, André Claveau avec sa chanson Dors mon amour. Ce royaume enchanté, dors mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour, avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Alors, ma princesse, on va se calmer 2 minutes, parce que, en fait, tout le monde le sait. André Claveau, gay, archi gay. Enfin, tout le monde le sait, tu me fais marrer. Qui le sait? Ah bah tout le Nos monde. grands-parents. C'est-à-dire qu'en fait, André Claveau était vraiment, c'était le prince. Il était appelé comme ça, c'était le prince de la chanson de charme, des chanteurs à midinette, chanteurs de charme, on appelait ça comme ça à l'époque, dans les années 50-60. Et il faut savoir que tous les chanteurs de charme, je le sais, puisque j'ai fait un spectacle sur la chanson Interlope qui s'appelait Chantons dans le placard, sur lesquels on parlait en tout cas de tous ces chanteurs qui étaient dans le placard et qui faisaient passer des messages à travers leurs chansons. Et donc du coup, André Claveau en faisait partie. C'était vraiment le prince de la chanson de charme. Malheureusement, ce pauvre André Claveau, sa carrière a complètement périclité à l'arrivée des yéyés en 70, quoi, parce qu'il était obsolète, il était daté, il était... En tout cas, il nous aura permis de gagner notre première étoile sur le maillot français de participation à l'Eurovision. Et pour ça, bravo. Deuxième victoire, 1960. Jacqueline Boyer avec Tom Bilibi. On écoute un petit extrait. Dans sa chambre, la fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Mais c'est un générique de Candy, non? Alors moi, personnellement, je m'en carre le cul de la chanson pour les gosses, vraiment. C'est un peu pénible à entendre, franchement. Mais les années 60, pourtant, ça commence
Ah bah oui, ça commence à bouger normalement, mais on l'avait dit sur la vision ringard. On l'a toujours dit, hein, l'Eurovision avait toujours 10 ans de retard, hein, il faut le savoir. Alors sachez quand même que cette pauvre Jacqueline Boyer, c'est la seule chanson de toute sa carrière. Point barre. Mais elle aura eu le mérite de nous faire gagner la 2e étoile sur le maillot français de l'Eurovision. 3e victoire. 2 ans après, 1962, Isabelle Aubray, Un premier amour. Et moi qui t'ai perdu, qu'ai-je fait de plus, qu'ai-je fait de tant de bonheur, savions-nous d'ailleurs qu'un premier amour ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Alors moi je dois dire que c'est une chanson que j'aime particulièrement, mais surtout pas tant pour la chanson, qui a quand même une ambiance un peu arabisante, hein, si on entend un peu vraiment avec voilà, les sonorités un peu ethniques. Isabelle Aubray était surtout une interprète, et ça c'est ça que j'apprécie en tout cas chez elle, c'est-à-dire qu'en fait elle avait elle vivait la chanson, elle était vraiment impliquée. Il faut savoir que cette pauvre Isabelle Aubray, eh bien, elle a du coup remporté l'Eurovision cette année-là pour la France en 1962. C'est la seule fois de sa carrière où elle a eu du bol, puisqu'en fait, cette meuf a enchaîné les merdes derrière, mais comme c'est pas permis, elle a eu des multiples accidents de voiture, etc., qui l'ont contrainte à dire non à plein de projets. Elle était quand même pressentie, parce que c'était elle qui devait faire le rôle principal qui a ensuite été donné à Catherine Deneuve dans le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Sa carrière aurait changé. Sa carrière aurait complètement changé, aurait été autre, si vous voulez. Clairement. Et donc, du coup, en fait, cette pauvre Isabelle Aubray, c'est son seul fait d'armes, c'est ça, parce que sinon, le reste a été gâché par la malchance, hein, j'ai envie de dire. Et alors, les années 60, quand même, c'est le grand chelem pour la France. Ah bah j'ai envie de dire que oui, on a tout donné. Les fans de l'Eurovision des années 60 ne devaient plus en pouvoir. 60, 62 et 69. Frida Bocara, qu'on a eu l'honneur de citer quand même dans ce podcast, avec sa chanson « Un jour, un enfant ». L'air me dit quelque chose. Ah bon ? On n'en a pas déjà parlé dans ce podcast. Un peu. Mais si, en effet. Donc, bref, on va couper court à cette discussion. En plus, vraiment, on peut s'accorder tous les trois pour se dire que 69 n'est pas une vraie victoire, encore une fois. Il y a 4 pays ex-aequo. En effet, 4 pays ex-aequo, en fait, cette année-là. Donc, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France ont eu exactement le même nombre de points. Donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas se targuer de se dire qu'on a gagné l'Eurovision en 69. Clairement. Mais alors, comment on a défini la victoire de la France si on était 4 pays ex-aequo ? Ah, mais là, non. C'est-à-dire que les 4 pays ex-aequo ont gagné, quoi. C'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de règles sur l'ex-aequo, sur comment on va... Aujourd'hui, il y a une règle, on sait comment ça se passe si jamais ça arrive. C'est le plus à de 12 l'époque, il y points, avait pas. le plus de 10 points, Exactement. le plus de 8 points, etc. À l'époque, il n'y avait pas cette règle. Et alors, donc, du coup, alors, mes amis, on y arrive finalement. En fait, on peut pas. La seule, l'unique. On peut pas la louper. ça, c'est sûr, on peut pas la louper. C'est le marronnier écoutez, de l'Eurovision France. Moi, je l'aime cette chanson. On lance un appel. Marie-Myriam, si vous nous écoutez, venez dans 12 points. Voilà, on vous déroulera le tapis rouge, tout ce que vous voulez, puisque vous êtes la gagnante de 1977 avec la chanson L'oiseau et l'enfant. Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma monde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre qui croient tenir les règles du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux
Marie-Myriam, viens allumer mon soleil noir, s'il te plaît. Marie-Myriam, c'est un peu la Maria Carré française. On la ressort du formol 2 semaines avant l'Eurovision. Ok, j'ai eu peur parce que j'ai dit que c'était par rapport à la voix et j'avais insurgé. Mais Non, Marie Carré, elle ressort le 31 octobre et elle retourne dormir le 29 décembre. Elle sort le 1er novembre. 1er pour être novembre, totalement voilà. Exact. Mais en effet, oui, Marie-Myriam, étant la dernière gagnante de la France à l'Eurovision, forcément, ça marque des mémoires et donc elle est invitée dans toutes les émissions puisque c'est la dernière. Et finalement, elle le dit très souvent avec une humilité assez juste, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les Eurofans, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toute cette promo autour de l'Eurovision aussi. Et donc, du coup, elle a vraiment gagné à la force de sa chanson et de son interprétation. Donc, bravo, Marie-Myriam. Bravo, Myriam. Eh bien, il y a des choses aussi qui marquent dans 12 points. Et vous savez ce qui marque le plus? Mais non, Non, dis-nous c'est pas- tout. Eh bien, c'est le retour du billet hurleuse. Oh Ciao a tutti! Scusa. È possibile avere un Campari Spritz per piacere? Grazie. Sì. Alors... Oh, Pardon, toutes mes confuses. J'ai un tout petit peu de mal en ce moment avec la temporalité et mon mauvais accent italien. Oui, je préfère faire la vanne avant que les mauvaises langues viennent me bâcher. Et je ne suis toujours pas complètement rentré de vacances, du moins dans ma tête. C'est ça. Alors, où que je sois, j'ai toujours un peu l'impression d'être à une terrasse napolitaine en train de faire ce que je sais faire de mieux, à savoir picoler. Mister Cocktail, sans alcool, la fête est plus folle. Tu vois, Thomas, hein, j'ai bien fait comme tu m'as dit. Hein. Je ne fais pas l'apologie de l'ivresse parce que nous sommes un podcast sérieux. Même si, disons-le clairement, ma diction molle sur notre dernier épisode laissait peu de doute sur le nombre de spritz que je m'enfilais pendant l'enregistrement. Avec la sambuca. Non mais où on va là? Où on va? Je sens que je vous perds. Hein. Et vous avez envie de me dire, mais Vincent, mon tendre, mon beau, mon merveilleux Vincent, pourquoi alors que tu es un être si élégant et raffiné, tu nous cites des chansons paillardes qui parlent de ripaille et d'ivresse? Oh ça va, hein. Faites pas vos majorettes, c'est exactement ce que vous vous dites. Et en effet, je suis pas quelqu'un qui se vaut dans la beaufitude et qui brandit les clichés français comme un fer de lance. Ainsi, vous me verrez jamais avec un combo marinière, béret, bouteille de rouge et oh là là, oui, oui, baguette. Du moins pas en même temps, hein, et la baguette serait une tradition, bien évidemment. Même si, malheureusement, c'est l'image qui colle à la France au concours de l'Eurovision. Hein. La coupe au bol de Mireille, l'accordéon d'Yvette ou la gouaille d'Arletty sont autant de marqueurs forts aux yeux des étrangers qui ne permettent pas une grande marge de propositions rafraîchissantes et novatrices. Alors, quand c'est bien fait, pourquoi pas? Oui, je sais, vous voulez parler de Barbara Pravi, même si sa chanson « Voilà » est une ressucée de Padam Padam d'Edith Piaf avec une chanteuse qui lui ressemble, mais en plus à poil et moins voûtée. Rhabillée pour l'hiver, la gosse. Et cependant, une question me taraude. Sommes-nous doués pour la nouveauté, nous, le vieux pays des rois de France et de la guillotine? C'est vrai. Moi qui prône un esprit multiculturel, hétérogène et social, quand je regarde l'industrie musicale française de ces dernières années, j'ai clairement envie de me pendre. Hein. Je vois essentiellement du rap, des filles à poil qui inventent leur propre langue et des chanteuses qui chantent toutes avec une voix du style... Alors bon, j'ai rien contre, mais à mon sens, c'est pas de la musique, mais bon, passons. Mais... Là, je vais faire mon vieux réac, mais où sont passées les chanteuses à voix de ma jeunesse? Dieu donne-t-il toujours la foi au fake accent américain de Feli Winter? Mais oui. Est-ce que Jane Faustin parlait vraiment de la bite de son mec quand elle disait la taille de ton amour? Malgré ses cris vers le ciel qui finissent dans un je t'aime, a-t-on oublié la Rousseau? Eh bien, pour ce premier billet hurleuse de cette nouvelle saison, je vous propose, chers collègues, chères auditrices et auditeurs, de remonter le temps et de revenir à l'époque de la salopette triangle, des pics dans les cheveux et des lunettes au vert coloré. Aujourd'hui, on va parler de métissage, de voix et surtout, on va prolonger l'été en se ramenant un peu de soleil indonésien pour se faire bronzer la toutoune, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la seule, l'unique Angoune. Oui. J'entends l'écho des nos pas tous en cadence, marche au pas, jamais dans le même sens. On avance mais on court après quoi? J'entends l'écho des Alors, Vincent, d'où vient-elle? Alors, si vous avez suivi un peu la dernière saison de 12 points, vous devez savoir qu'Angoune, elle est jamais très loin pour la simple et bonne raison que je suis gay. C'est vraiment contre nature. Non mais je comprends pas, il fait tellement viril. Que je suis né dans les années 80. Ah non mais il a 120 ans le mec. Il est tapé.
Et que Angoune, Angoune quoi. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Angoune Sipta Sasmi est une chanteuse française d'origine indonésienne née le 29 avril 1974 à Jakarta. Alors évidemment, pour nous autres pauvres occidentaux, Angoune s'est fait connaître en France dans les années 90 avec... Non, pas tout de suite, on a dit. On fait durer un peu le plaisir. Mais il faut savoir qu'elle commence très jeune à chanter puisqu'elle sort son premier album en 1986 alors qu'elle est âgée de seulement 12 ans et qu'elle se classe immédiatement dans la catégorie des chanteuses rock. Quoi ? Rock. Comment ? Eh ben, figurez-vous qu'à l'écoute de son premier single, Mon Monde à moi, qui se traduit en indonésien, et là vous allez me dire, bien sûr, évidemment, par Dunia Aku Punya. Bah oui, bien sûr. On évidemment. se dit tout de suite. Non mais ils mettent de la guitare électrique et c'est rock. Faut arrêter. Non, on se dit pas c'est de la merde, Quentin. On J'ai rien dit. On se dit c'est résolument rock. Non. C'est original. Bon, on va pas y passer le réveillon non plus. Ça vous dit, on fait un petit saut dans le temps ? Oui. Parfait. Alors en 94, alors âgée de 20 ans, Angoune prend ses clips et ses clopes et décide de conquérir l'Europe. Elle s'envole d'abord pour Londres, où la plupart de ses projets n'aboutiront pas, puis direction Paris, où c'est là que sa vie va basculer. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des années 90, il y avait une sorte de mouvance française à dégoter des artistes étrangers pour les faire chanter en français. Vous vous souvenez ? Si, il y avait Indra, il y avait les Worlds Apart, ou encore comme qui dirait quelqu'un qui m'est très cher. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Tina Arena? Non, on n'a toujours pas d'explication, non. C'est vrai, c'est tellement vrai. En 97, Angoune fait la rencontre d'Eric Benzi, un auteur, compositeur, musicien marseillais qui a travaillé avec les plus grands comme Johnny ou JJG et qui va lui écrire le tube de sa carrière. Et là, je sens que vous bouillonnez depuis le début de cette chronique et je pense qu'on vous a déjà suffisamment fait attendre. Alors allez-y, montez le son. Vous l'attendiez, la voilà, c'est La neige au Sahara. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Et si le soleil ne brûle, je prierai qui tu voudras pour que tombe la neige au Sahara. La France et moi-même tombons immédiatement sous le charme de cette voix à la fois puissante, ronde et chaude aux sonorités pop ethniques, car rappelons-le, on est en France, et Angoune est indonésienne. Et même si elle parle français, elle reste indonésienne. Donc on joue bien sur le cliché exotique, un rythme venu d'ailleurs et petite danse lascive avec les mains à chacune de ses prestations live. En France, on aime bien ranger les gens dans des cases, c'est important. Qu'à cela ne tienne, chacun des albums d'Angoune sera depuis lors enregistré en 3 langues, français, anglais et indonésien. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à son côté multilingue, son premier album Au nom de la lune va se vendre à près de 900 000 exemplaires dans le monde, en s'exportant dans toute l'Europe, mais aussi bien en Indonésie, au Japon, aux États-Unis. Bref, la carrière de la petite, elle est lancée. Elle revient en 2000 avec un nouvel album Désir contraire, qui porte bien son nom, puisqu'il ne connaît absolument pas le succès du précédent. Et il faudra attendre l'année 2005, où Angoune revient exploser les compteurs de vente avec son nouvel album Luminescence, sur lesquels on peut retrouver les singles Cesse la pluie. Je cherche le remède pour qu'enfin cesse la pluie. Ah oui. Cesse la pluie. C'est rock. Juste avant toi, Devenir seul, qui avait des ailes, juste avant toi, juste avant toi. ou encore son iconique duo avec Diams, Être une femme. C'est moi le mélange. Attendez, je découvre. Avec Diams. C'est vrai, t'es chouette celle-là. Oui, bien sûr, c'est bien. Je connais pas. Un album et un best-of plus tard, on retrouve notre Angoune national fin 2011 avec son album Echo, sur lequel on peut retrouver le single You and I, un titre mi-anglais, mi-français, aux sonorités résolument... Non, pas merdique, Quentin, on va dire moderne. Mais la vilaine Angoune, elle est serpent, c'est une petite cachotière. Et ce qu'elle nous a pas dit, c'est que France Télé l'a déjà approché en 2011, puis s'est rabattu sur Amaury Vassili pour représenter la France au grand concours de l'Eurovision. La demande est réitérée en 2012, Angoune dit oui, et elle s'envole pour Bakou.
la ville, hein. Pas parce que l'Azerbaïdjan, vu ce qu'elle a foutu comme pognon là-dedans, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, je pense. Ça chante. Alors Vincent, parle-nous un peu de sa performance à l'Eurovision 2012. Bon, comme ça, de prime abord, on se dit... Non, Quentin, on se dit pas c'est de la merde. On se dit... Succès obligé. Je veux dire, dans le shaker, on te met une nana qui chante bien, qui a 15 ans de carrière, connue dans toute l'Europe et qui, disons-le franchement, est loin d'être dégueu. À ça t'ajoute une chanson mi-français, mi-anglais pour la bonne compréhension de toutes et tous. Un petit sifflotis pour un gimmick qui reste bien en tête. Une note beuglée à la fin. Et une robe, que dis-je une robe, un combo corset-culotte cuivré mêlant transparence et cuir avec des voiles qui flottent au rythme de la wind machine branchée sur Tsunami Balinet et créé spécialement pour l'occasion par Jean-Paul Gaultier. Eh bien, malgré cet assemblage d'éléments plutôt alléchants, la France finira 22e sur 26 avec 0 point au télévote. Et alors, pourquoi, me direz-vous? Oui, pourquoi Thomas? Merci de demander. C'était de la merde. Eh bien, voici quelques éléments de réponse. La chanson, déjà. Eh bien, sur le papier, pourquoi pas? Et dans les faits, Non. oui, Quentin, c'est à chier. On se retrouve avec de la vieille pop dance mêlant musique électronique et son ethnique qui ont certes déjà fait le succès d'Angoune par le passé, mais qui, en 2012, sont déjà un peu datés. Il n'en reste qu'un mauvais bol de soupe en franglish à l'orchestration foutraque et incompréhensible. Oui, je suis d'accord. Ajoutez à cela une mise en scène quasi inexistante dont la seule fantaisie repose sur 3 gymnastes au corps ciselé et à l'œil débile qui s'amusent à faire des pirouettes autour d'une pauvre Angoune qui essaie d'effectuer une chorégraphie de bras type Akamaori tout en tenant ses voiles pour mieux les faire flotter, et ce qui reste à ce jour la seule chose correcte de cette performance. Au final, on comprend rien, c'est le bordel, au suivant, et parce qu'elle chantait également ce soir-là, qu'on m'amène immédiatement Pastora. La poutre. Angoune se dira plus que déçu de cette 22e place et blâmera le problème des votes de copinage liés à la géopolitique au sein du concours, en reconnaissant tout de même que l'euphoria de Laurine, la gagnante suédoise de 2012, était d'une pure efficacité. Fair play là, Angoune, on aime. Oui, mais et depuis alors? Je pense passer très vite sur la carrière musicale de la chanteuse qui s'est, ne nous le cachons pas, fortement ralentie, du moins en France, même si Angoune a sorti plusieurs albums, intégré le jury d'Indonesia Got Talent, The Voice Indonesia ou encore l'émission bien connue de TF1 Mask Singer, qui, je le rappelle encore et toujours, a été créée pour que le lundi matin, la machine à café, on se dise, dis donc, tu sais pas quoi, c'était Sheila dans l'écureuil. Oui, nouvelle saison, même blague. Pour finalement arriver à l'info brûlante, ou devrais-je dire glaçante, puisqu'en janvier 2018, le très sérieux site de France Info a posté des images du désert du Sahara recouvert de neige, en intitulant l'article « Quelqu'un peut dire à Angoune que c'est bon ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens déprimé. Ah, vous aussi, Angoune vous manque comme la neige au Sahara? Alors ne vous en faites pas, mes petits curibalinais. Sachez que vous pourrez la retrouver en tant que candidate de la nouvelle saison de... Ah oui! J'adore cette émission. Danse avec les stars, bien sûr, qui débutera très prochainement, ce qui... Ça alors, coïncidence incroyable, précède la sortie de son nouveau spectacle qui débutera en janvier 2023 au Folies Bergères, Al Capone le musical, où elle interprétera Lily, la maîtresse vénéneuse d'Al Capone, campée par un très fringant Roberto Alagna. Oh mon Dieu. Je comprends pas ce qu'elle dit. Elle chante en indonésien? Je suis pas sûre. Non, clairement. Que dire de tout ça? Doit-on se cantonner au bignou défraîchi et à l'orgue de barbarie? Doit-on cultiver l'image de mangeurs de grenouilles qui pèsent sur nos épaules endolories? Ou bien doit-on par force de travail et d'acharnement proposer de la nouveauté qui nous fera sortir des clichés?
Ne nous mentons pas. La tentative de modernité d'Angoune était un essai raté, illisible et déjà démodé. Néanmoins, si comme moi, vous êtes nostalgique des joggings à pression, du mascara à mèche et de votre sweat fila, de la VHS de Titanic, du papier à lettres d'Idol et de la vulgarité des Wonderbras, vous pourrez toujours vous caler dans un fauteuil, allumer le poste de radio sur Nostalgie et prier tant qu'il faudra. Bravo Vincent. Mes félicitations Angoune pour cette participation Pour à l'Eurovision. cette 22e place. On aime Bravo. Angoune, mais pas la chanson, quoi. Ben oui, on aime Angoune, mais compliqué. Mais la chanson, en fait, l'orchestration bouffe tout, ce truc métallique derrière qui n'a pas de sens. Ça se voulait moderne et c'était Foutraque. Raté. raté. Sachez aussi que C'était Angoune est génial. C'était génial. Mieux alors. Merci Vincent, franchement, bravo. Beau retour des billets hurleuses que vous avez pu écouter tout cet été. Ah oui, on dis espère donc. que vous avez apprécié et découvrir les billets hurleuses. Parce que même moi, je les ai redécouverts, figurez-vous. Et donc voilà, saison 2 qui démarre sur des chapeaux de roue. Alors on va reprendre le sujet de notre épisode qui est la France à l'Eurovision. Et on va s'attaquer cette fois à ce sujet, aux participations françaises. Non pas celles qui ont gagné, on les a évoquées, mais quelles sont pour vous les prestations les plus mémorables de la France à l'Eurovision? Comme ça, à brûle pour point, bam, bam, Alors, bam. j'en ai une, mais c'est vraiment le fond du panier, quoi. Oui. Pour moi, c'est terrible, c'est moustache, quoi. Enfin, Ah, c'est- Twin Moustache 2014. C'est ça. Allez, balance un petit extrait. Alors j'en rajoute encore des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. C'est Stromae en fait. Stromae, c'est pas Outé. J'ai tout pour, j'ai le Clairement. monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Et c'est là que la musique, même si ça ressemble un petit peu à du Stromae, il faut quand même une mise en scène et il faut savoir chanter. Et la mise en scène était nulle et il ne savait absolument pas chanter. Moi, cette prestation me met terriblement en colère. Et on Oui. sait pourquoi. Parce que 2014 étant mon année préférée de l'Eurovision, vraiment, à plein de niveaux, autant au niveau des prestations qu'au niveau du staging, La que scène. je ne cesse de marteler, que c'était un des meilleurs staging qui existait, vraiment. Ah, je suis très en colère. Je suis vraiment très en colère. Moustache donc est une prestation qui te marque. Vincent, toi, est-ce que tu as un souvenir de la France particulier à l'Eurovision? Mais moi, en vrai, si tu veux, si on parle de la France à l'Eurovision, moi, j'aimerais parler du coup de destination Eurovision, en vrai. Parce Ouais. que le concours de sélection nous donne parfois des perles à voir vraiment et qui ne sont malheureusement pas sélectionnées. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, en fait, dans ce podcast, mais les divas avec la voix d'Aretha étaient pour moi une prestation qu'il fallait envoyer à l'Eurovision et qui aurait cartonné sa race. Voilà. Les trois divas qui hurlaient, etc., dans des robes improbables avec des dégolites paillettes, etc., et un dégolite vibes. Pour moi, c'était une prestation qui avait totalement sa place à l'Eurovision. Et toi, Et Thomas, Eh bien, écoutez, moi, le souvenir que j'ai de l'Eurovision quand je regardais... Barbara Pravi, bouge pas. Non, Amir. Non, non, parce que c'était la période où je regardais pas l'Eurovision. Ah. Je me suis mis à la revoir. Souvenez-vous qu'il n'y a pas tant de temps que ça. Mais je me souviendrai de la participation de Patricia Cass. Et alors, non pas parce que Patricia Cass m'a plus ému qu'autre, mais en fait, j'ai eu l'impression à un moment qu'en fait, on envoyait des stars françaises participer à l'Eurovision. Et je me souviens de tout le buzz qu'il y avait eu autour de la communication de la participation de Patricia Cass. Et clairement, ça m'avait profondément marqué à cette époque-là. Je vous propose qu'on l'écoute. Que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand. Et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps. Si c'est ça que On est tu quand même, veux. pardon, excusez-moi, on est quand même sur les flonflons, Oui. de l'accordéon, du machin. Oui, du- oui, Il y a c'est encore, vrai. encore les vieux clichés. À la C'est Barbara vrai. Pravi. Mais, mais tristement, ça fonctionne. Ah, ça- alors je suis d'accord, La ça preuve. fonctionne. Après, il faut savoir que on dit on envoie des stars, mais on a pu le dire dans l'épisode sur les stars à l'Eurovision que je vous invite à aller Alors. écouter si vous ne l'avez pas entendu.
Patricia Cass était un peu dans le creux de la vague, hein, on va pas se mentir. Sa carrière, en tout cas en France, n'était pas non plus au beau fixe. Alors, Quentin, tu voulais dire quelque chose? Pour le coup, justement, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, en France, ça ne marchait plus trop. Dans les pays de l'Est, et spécifiquement aussi, elle faisait des tournées à guichet fermé. C'est-à-dire que, pour le coup, Patricia Cass est super connue en Europe de l'Est. Et là, ça n'a pas loupé. Hein. Si vous regardez le télévote en 2009, elle a scoré à fond. En Russie, il a lui a fait les 12 points ou 10 points. Donc, c'était plutôt intelligent de France Télévisions. France Télévisions se dit, bon, ok, c'est peut-être une artiste, entre guillemets, un peu has-been dans le creux de la vague en France, mais dans les pays de l'Est, elle est connue, donc on envoie quelqu'un qui pourrait fonctionner. Et par contre, je suis d'accord avec toi, Vincent, c'est dans la vibe Barbara Pravi, c'est-à-dire c'est Edith Piaf, enfin c'est une ressucée d'Edith Piaf. C'est pas très original, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est bien chanté. Je trouve qu'elle dégage un truc, elle a un vrai charisme, elle a une vraie présence, elle a une vraie voix. Je ne l'écoute pas dans mes oreilles, en tout cas sur Deezer ou autre, mais pour l'Eurovision, je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, personnellement, j'ai une proposition. Si jamais des compositeurs, des chanteurs, etc., souhaitent représenter la France à l'Eurovision, et si on reste dans ce flonflon français, etc., et tout machin, pourquoi ne pas jouer sur le côté un peu cabaret, plume, moulin rouge, etc., qui sortirait un peu de l'accordéon et d'Edith Piaf, et vraiment proposer un spectacle plume et paillettes, genre c'est féerie, il est doré, rouge et bleu, mais c'est vraiment Lido, et comme pourrait proposer, je sais pas, une Sophia Essaidi avec Bienvenue dans mon cabaret ou des choses comme ça et tout, un truc un peu classe, un peu sexy, un peu cuisse à l'air et fesses qui tremblotent, quoi. Enfin voilà. Mais ça, c'est TF1. Mais c'est la proposition qui avait été faite à l'Eurovision Junior avec la participation d'Enzo. Autant la chanson, je n'y croyais pas une seconde, autant quand j'ai vu la mise en scène, grand escalier, Charleston, feu d'artifice, c'était tout à fait ça. Et ça a fonctionné, je suis persuadé. En plus, l'intelligence qu'il y avait eu dans la mise en scène, c'était d'utiliser les écrans en arrière-scène pour démultiplier les danseurs. Car rappelons-nous, dans les règles, en fait, ils n'ont pas le droit d'être plus de 6 sur scène. Et je trouvais que ça donnait une dimension à la prestation qui était incroyable. Alors après, j'ai peu de souvenirs de l'avoir vu à l'écran, à la télé, puisque nous, on étions dans la salle à ce moment-là. Mais déjà, dans la salle, ça rendait hyper bien. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Et je suis d'accord avec toi. Je suis persuadé que ça peut scorer. Que jouer sur le côté cabaret, sur le côté... Mais cabaret classe. Moulin Rouge. Comment on peut omettre que Moulin Rouge est une icône française et qui séduit à travers le monde, d'autant plus depuis le film de Baz Luhrmann. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et... France Télévisions, d'ailleurs, si vous nous entendez. Oui, mais du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est, on l'a vu avec Slow Mo de Chanel en Espagne l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Eurovision, c'est du spectacle. Oui, c'est du show. Oui, il faut proposer faut arriver du avec spectacle. Un package Sam Ryder a été package. incroyable. Après, faut pas... c'est encore un concours de chant, hein, je le dis, je le martèle, il faut chanter, alors, il faut chanter. Oui, mais est-ce que oui, alors d'autant que les règles changent cette année. Les règles changent cette année puisque le backtrack vocal ne sera plus de rigueur pour le lead. Tout à fait. L'interprète principal qui chante n'a plus le droit d'avoir un soutien vocal derrière, hormis les chœurs qui font les harmonies, mais sa voix à lui, la partie qu'il chante, le lead on appelle ça, n'a pas le droit d'être enregistré, ce qui a pu être le cas les années précédentes. Et ça va changer, et ça va énormément changer l'occasion d'avoir quelques chanteuses qui chantaient comme des culs. Et finalement, on l'entendait pas. Et finalement, on l'entendait pas parce qu'en fait, sa voix a été doublée sur les chœurs enregistrés. Ça, c'est plus possible. Alors, on n'a pas gagné depuis 1977, mais quelque chose quand même qui pourrait l'expliquer, c'est les différents changements qu'il y a eu dans l'organisation de France Télévisions sur l'implication de la France dans le concours Eurovision de la chanson. Oui, alors effectivement, tu as raison. Je pense qu'une des raisons, c'est le fait que France Télévisions a beaucoup moins investi dans la marque Eurovision dans les années 80-90, enfin, surtout début des années 2000. Et donc, pendant une trentaine d'années, en fait, France Télé s'en fichait un peu de l'Eurovision. Aucun artiste ne voulait y aller. Donc, si tu veux, voilà, forcément, ça périclite. Et puis, du coup, tout le monde s'en désintéresse. On fait des scores minables. On envoie des gens pas connus, des chansons pas vraiment au goût du jour. Et donc, ça périclite. Mais je pense que depuis aussi la multiplication des émissions type télécrochet, donc The Voice, etc., les artistes en tout cas, se sont rendus compte que c'était un putain de tremplin aussi quelque part. C'est-à-dire que la chanson
quand bien elle soit mauvaise ou n'importe quoi, etc., machin, ça donne quand même une couverture médiatique quand même assez impressionnante. Alors après, ils s'en défendent en disant genre, je vais pas être cantonné à l'Eurovision, etc., comme le fait très régulièrement Barbara Pravi. Mais c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui encore, je veux dire, c'est une exposition médiatique assez colossale. Et la personne qui a bien compris cette chose-là et qui du coup, en fait, sa carrière a explosé derrière, c'est Amir. Quand il est arrivé en 2016 avec J'ai cherché, excusez-moi, mais en fait, ça a carrément boosté sa carrière, alors que c'était le dentiste de The Voice, hein, rappelons-nous. C'était juste, il avait participé à The Voice, s'était fait éliminer. C'était, le dentiste devenu chanteur. Le dentiste devenu chanteur a présenté J'ai cherché à l'Eurovision. Est arrivé 6e, certes, c'est une très bonne place, et sa carrière a explosé derrière. Il s'est servi de ce tremplin. Donc du coup, en fait, je pense que pour tous les artistes qui veulent exploser, etc., machin, c'est un sacré coup de pouce. Faut pas se cacher. Et pour le coup, Amir, et c'est vraiment quelque chose de positif, il n'a jamais eu honte de dire qu'il avait été lancé par l'Eurovision. Au contraire, il dit que justement, ça l'a aidé. Je pense qu'il y a aussi d'autres causes explicatives des mauvais résultats de la France. C'est qu'il y a aussi, on l'a vu dans l'épisode sur les règles, je vous renvoie à cet épisode, il y a eu des changements dans les règles de la langue. Il y a eu des changements dans les votes. Donc en fait, il y a eu plein de changements. France Télévisions était dans une léthargie pendant plusieurs décennies. Là, ça va mieux depuis une dizaine d'années. Donc c'est aussi ça qui explique que pendant 30 ans, il y a eu un gros passage à vide. Alors, il y a un sujet qu'on pourrait aborder dans cet épisode, mais que j'aborderai dans le cadre d'un épisode spécifique. C'est la fanbase aussi autour de l'Eurovision en France. Elle est certes pas aussi forte que UK, qu'en Espagne ou qu'en Suède, mais elle existe, elle est là. Malheureusement, elle vivote autour des différents scores que la France peut faire à l'Eurovision. Mais je vous propose d'en parler dans un épisode dédié à l'occasion. Alors, on voit également que France Télé, depuis l'arrivée de sa nouvelle directrice des divertissements, Alexandra Redamiel, se donne les moyens. Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui à la France pour arriver à balayer le concours comme a pu le faire le UK l'année dernière ? Déjà, il faut reconnaître, je partage vraiment ton avis, déjà Nathalie André quelques années auparavant, puis après Alexandra Redamiel, voilà, ils investissent vraiment dans la marque Eurovision. Il faut quand même le reconnaître, même si ça ne marche pas, entre guillemets. On ne fait pas des énormes scores, sauf Barbara Pravi, qui a quand même terminé 2e. Hein. Nous ne l'oublions pas, c'était quand même un énorme score. Mais ce que montre aussi le Royaume-Uni, c'est qu'en fait, là, ils ont peut-être eu un coup de chance, parce que le chanteur était bon, la chanson était bonne. Il y a des pays, ils investissent pendant 5-10 ans, ils y vont à fond, ça ne marche pas. Et une année, on ne sait pas pourquoi. Un peu du hasard aussi. Il y a un peu de hasard aussi dans l'Eurovision. C'est la chanson au bon moment, au bon endroit. Le chanteur, il y a plein d'éléments. Le contexte géopolitique, parce que, pardon, on peut le dire aussi quand même. Pour cette année, voilà, pour cette année, je pense que sans la guerre en Ukraine, il n'aurait probablement pas gagné. Donc, il y a plein d'éléments contextuels qui font que un pays a beau se démener, a beau mettre que de la qualité ou faire bien son travail, ça peut terminer 2e, 3e, 4e régulièrement, ou même un peu milieu de classement. Donc je pense juste que c'est de la longue durée. Il faut que France Télévisions perdure dans son effort et au bout d'un moment, ça va payer. Après, moi, je crois qu'il y a il n'y a pas de secret, encore une fois. Je pense qu'il faut prendre le truc à l'origine. C'est un concours de chansons. Il faut envoyer une bonne chanson. Point barre. Sam Ryder, c'était une bonne chanson. Slow Mo Channel, c'était une bonne chanson. Dans des styles complètement différents, mais c'était des bonnes chansons, c'est ce que les gens ont envie d'écouter, c'est ce que les gens ont envie de danser dessus ou n'importe quoi, des trucs un peu universels, quoi qu'il en soit, et pas des Bretons qui jouent du bignou, voilà, enfin, je suis désolé, mais... Et des mises en scène. Il faut vraiment que France Télé... Alors, depuis quelques années... C'est un spectacle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous, au Bilal, en 2019, pour la première fois, France Télévisions avait passé un appel d'offres pour payer un metteur en scène, une metteuse en scène d'ailleurs, je crois, en disant, donnez-nous des idées pour mettre en avant en 3 minutes. Il faut faire un truc impactant, il faut faire un truc marquant. Vous choisissez le cadrage et tout. Donc, il y avait une vraie proposition artistique. Il y a eu cette histoire de morphing sur le visage. Il y avait qu'avait fait Lady Gaga à l'époque. Il y avait la danseuse sourde et muette, il y avait la danseuse en surpoids, donc ça marchait. Alors la chanson a pas très bien marché, mais en tout cas en termes de proposition de mise en scène, voilà, il y avait un truc. Voilà, il y avait un truc. Et donc depuis quelques années, France Télé fait un peu des efforts, mais en fait il faut y aller encore plus fort. Faut vraiment mettre du budget. Ça veut dire quoi ? Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire quoi y aller encore plus fort ? C'est vrai quand on que quand on entend que l'Espagne a dépensé 600 000 € pour la prestation de Slow Mo, est-ce qu'aujourd'hui on en est capable ? Alors attention, c'est 600 000 € pour tout le package, c'est-à-dire
pour la promo Les 3 billets mois d'avion. auparavant. Non, mais L'hôtel, le petit-déj. c'est 600 000 euros, c'est ce qu'a payé RTVE Oui. pour cette année-là. Donc, juste la prestation ne coûte pas 600 000 euros. Par contre, il faut des danseurs. Mais ça coûte cher, les danseurs. Il faut Ah oui, et merci. les costumes. Et les... tu vois, non, mais c'est ça qui coûte aussi. Donc, Barbara Pravi moi, j'ai trouvé très bien, mais elle était toute seule. Donc, forcément, ça ne devait pas coûter très cher. Puis, les lumières, c'était des lumières déjà de la scène de l'Eurovision. Regardez le nombre de pays, notamment la Suède, qui à chaque fois arrive avec ses propres projecteurs. Elle arrive en fait avec une scène sur la scène. Elle arrive avec des projecteurs. Bon, là, c'était un rond vert tout bizarre, tout moche. Mais d'habitude... Et c'est- Corinne c'est- de la Conta. Voilà. Mais c'est des écrans LED que le pays amène lui-même. Et ça coûte de l'argent. Et là, France Télé, pour le moment, a jamais trop fait ça pour le moment. Alors vous savez qu'on arrive déjà presque à la fin de l'épisode. Oh Alors non. du coup, oui, je sais, ça Mais passe non. vite. Mais du coup, j'ai une dernière question par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les participations de la France à l'Eurovision. Est-ce qu'on a une chance pour gagner l'Eurovision Song Contest 2023 ? Le veut-on déjà ? Première question. Et notamment par rapport au fait que gagner cette année, c'est l'organiser l'année prochaine, alors qu'on sait qu'on va organiser les JO Et déjà. pourquoi pas, justement, ça ferait un beau package, tu te rends compte ? Alors effectivement, 2024, ça risque d'être un peu serré. Par contre, France Télé, et Delphine Ernotte l'a répété vraiment depuis 3-4 ans, depuis qu'elle est à la tête de l'UER, France Télé veut gagner l'Eurovision. Et quand on voit Barbara Pravi ou autre, on voit vraiment que France Télé veut gagner. Oui, C'est-à-dire c'est- qu'elle ne fait c'est pas de la investi. figuration en disant « bon, termine dans les 15-20e, comme ça on a plutôt moyennement figuré, on est tranquille ». Non, je pense que France Télé veut vraiment. Effectivement, par contre, 2024, c'est peut-être pas la meilleure des fenêtres. On l'a vu avec tout un tas de problèmes d'argent et de sécurité ou autre. C'est peut-être pas le bon timing pour qu'en mai, donc un mois avant les JO, on organise encore un gros événement. Ce sera prêt, ce sera bien. Oui, ça sera prêt, mais du coup, Tu te rends compte Paris-Bercy sera occupé pour prévoir les épreuves. La Défense Arena sera occupée aussi pour des épreuves. Donc, en fait, il n'y aura plus de Eh bien, salles. on se retrouvera à Limoges. On va aller à Limoges. Et pourquoi pas ? Mais oui, se pose la question de 2023 et là, de la proposition qui sera faite sur le concours. Et après, pourquoi pas des économies d'échelle aussi sur 2024 avec la proposition ? Pourquoi pas ? Dans ce cas, on fait ça au Stade de France. Ah bah non, parce qu'il faut un toit. Donc, il faut absolument un toit. Non, pour mais on fera l'Eurovision. ça au Palais des Festivals à Cannes et ce sera parfait. Mais très bien, on peut se souhaiter qu'une seule chose, et 12 points le suivra, c'est qu'on fasse une belle saison Oui. de cette année Allez, France Télé. à l'Eurovision 2023. Et maintenant, On change pas les bonnes habitudes, je pense, non ? on change pas les bonnes habitudes et je vous propose tout de suite de terminer l'épisode avec le jeu Des 12 points. Alors le jeu des 12 points se situe... Pour ce premier épisode, je vous ai demandé de choisir une chanson française, Allez, évidemment. La France. Alors qui veut commencer ? Toi, Thomas, vas-y. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous rappelle le principe. On a 1 minute 30 pour convaincre de vendre la meilleure chanson qui clôturera cet épisode. Alors, accrochez-vous les amis, car je vous emmène loin, très loin, avec cette participation à l'Eurovision 1981 de Jean Gabilou. Oui, parce que je vous emmène en l'an 3000. Oui, mais avant de faire ce bond vertigineux dans le temps, j'ouvre une petite parenthèse sur Jean Gabilou dans les années 80. C'est simple, prenez l'attitude d'Eddie Mitchell, la prétention de Sardou et la coupe de cheveux d'Enrico Macias. Mais oui, tu sais, cette coupe où quand tu hausses les sourcils, la mise en pli reste en place, laissant penser que le gars porte une perruque. Et bien, vous obtenez ce cocktail ultra sexy pour l'époque. Alors, qui dit années 80 dit synthé, évidemment. Et alors là, on est servi. Point, point, point. 2 accords plaqués en rengaine. Le tout accompagné de merveilleuses choristes ingénues qui ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre à Martine et Francine du Club Dorothée. Je les adore. Mais là, je vois le chrono qui tourne et il faut que je me bouge pour évoquer la chanson. La chanson, les amis, s'appelle Oumana. Non, oui, évidemment, j'ai marqué un temps d'arrêt. Pas Oumana de Lara Fabian, elle n'a pas plagié la chanson, oui. D'ailleurs, vous la réécouterez. L'intro de Oumana de Lara Fabian, c'est Koh-Lanta. Oumana, c'est l'histoire d'un grand-père qui raconte à des enfants que la planète Terre était habitée par des humains qui ont tout fait foirer et qui l'ont rendue inhabitable. De la folie, de l'ambiance, mais le mec finira 3e quand même avec 125 points. Jean Gabilou, si tu nous écoutes, bravo et merci. Bravo, Thomas. Bravo, Thomas. J'ai rien compris. Non plus. J'ai jamais entendu ce mec.
Mais c'est pour ça que vous allez voter pour moi, parce qu'elle vous donne envie. Oumalaham de Jean Gabilou, 1981. Attention, c'est parti. Il est 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. Alors non, je ne me suis pas transformé en présentateur du JT de France 2. Madame, Monsieur, c'est tout simplement le nom du duo qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018 à Lisbonne avec leur chanson « Merci ». Merci, d'ailleurs, jeu de mots subtil entre merci en français, le merci, et mercy, miséricorde en anglais. Passons. Je souhaite ardemment défendre cette chanson présentée par la France, et ce pour au moins 3 raisons. Première raison, parce que dès que je l'ai entendue à Destination Eurovision, elle a fait battre mon petit cœur de pierre dénué de tout sentiment. J'ai vraiment été touché par la mélodie et les paroles. Les paroles, justement, deuxième raison. Enfin une chanson avec un sens réel. Merci raconte l'histoire de Merci, un bébé né sur un bateau humanitaire en mer Méditerranée d'une mère réfugiée qui a tenté au péril de sa vie de la traverser pour fuir son pays en guerre. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est pour le message clairement politique porté par cette chanson et pour faire un gros doigt à tous ces politiques à la tolérance hypocrite quand il s'agit de faire du tri dans les réfugiés. Alors au final, même si le résultat de cette chanson a été plus que mitigé, une moyenne 14e place, notamment due à une absence criante de mise en scène, France Télévisions, je n'ai qu'un mot à dire à Madame Monsieur et à France Télévisions pour avoir présélectionné cette chanson du fond de mon petit cœur sans sentiment. Merci. Oh, joli. Bon bah c'est à moi, je clôture. Clôture, c'est parti. Pour coller notre thème du jour, la France à l'Eurovision, et contrer le ton larmoyant de Quentin sur les migrants, aujourd'hui je déploie toute mon énergie au service d'un artiste qui a certes pas la voix du siècle, mais qui par son engagement, son look, sa passion, met en lumière les queers, les weirdos, les nobody. Je veux bien sûr parler de Bilal Hassani. Ce jeune homme arrive sur la scène de l'Eurovision en 2019 pour nous chanter une chanson qui prône la tolérance et le respect de soi. Vous la connaissez, cette chanson, c'est Roi. Alors on est sur une power ballade avec une orchestration moderne bien ficelée qui sent bon la grosse machine pop R&B. Les paroles sont claires. Vous les intolérants, les bullies, les xénophobes, vous pouvez bien aller vous faire cuire le cul car moi je suis fort, je suis puissant, je suis là, je suis un roi. Évidemment, chez moi, et je pense que chez plein de monde encore, eh ben ça résonne. Bilal apparaît sur la scène affublé d'une très longue perruque blonde et d'un costume pantalon smoking, crop top, épaulettes blanc à paillettes, se jouant des codes et des genres, pas pour choquer, non, mais pour présenter une image moderne de notre société. Il est accompagné par une danseuse classique aux formes XXL et d'une danseuse contemporaine sourde et muette, nous prouvant que rien n'est impossible à ceux qui croient et que personne n'a le droit de juger et de se mettre en travers de nos rêves. Alors oui, le message n'est pas très subtil. Oui, la voix de Bilal est plus que faiblarde. Mais que ça soit devant l'ouverture de l'écran de fond de scène sur un trône incandescent ou dans la pénombre du petit corps de Bilal recroquevillé au fond de sa chambre, eh ben moi, ça me bouleverse. Alors afin d'encourager les propositions audacieuses, modernes et engagées que nous propose l'industrie musicale française, afin de remercier comme il se doit le petit Bilal d'avoir porté notre voix, oui, je vous mets dans l'eau Quentin et Thomas, notre voix, prenez votre main, faites-vous une couronne avec vos doigts, soyez des rois et votez pour moi. Eh bien merci, place au vote en 10 secondes. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette saison 2, je vous rappelle que maintenant, on va donner 12 points à l'un des deux autres et un nombre de points compris entre 1 et 10 pour le second, afin de juger les chansons. Quentin, je te laisse commencer. Oui, je donne mes 12 points à toi, Vincent. Ouais. Pour Bilal, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire, effectivement, c'est pas la chanson du siècle. Mais il l'a fait sincèrement. C'est pas la voix du siècle. C'est pas la voix, pardon. C'est pas la voix. C'est une bonne chanson. Mais surtout, il l'a fait sincèrement. Il aime l'Eurovision. Donc, je trouve qu'il était à sa bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et Thomas, parce que je suis quand même curieux de connaître cette chanson. Enfin, curieux, je ne sais pas si c'est de la bonne curiosité. Je te donne 8 points. Oh, même pas 10. Non. Sévère, mais juste. Eh bien, je vais donner mes points. Je vais donner mes 12 points à la petite Mercy. Oui. Bien sûr. Alors ça, c'est juste pour une seule chose, parce que bon, moi, j'étais pas hyper fan du staging, de la mise en scène, de l'existence, etc. Machin. La chanson était bien, mais il faut savoir que c'est Madame Monsieur qui a coécrit la chanson de Bilal l'année suivante, et la nana de Madame Monsieur, du coup, faisait les chœurs de Bilal aussi, donc les 12 points vont à Mercy.
Et je te donne Thomas, mais uniquement pour la description physique qui m'a fait baver d'envie. Un mélange de sardou. Gabilou. Je te donne 10 points, Thomas. Quand même, je suis fier. Bravo. Hein, je suis sur le podium. 18 points. Alors moi, écoutez, je vais donner mes 12 points à toi, Vincent. Ah, merci. Parce que cette chanson, effectivement, m'a déçu sur le staging. Je pense que comme beaucoup, j'en attendais... Sur le staging, ça t'a déçu, toi ? Oui, parce qu'en fait, on en avait tellement parlé, on attendait à ce que ce soit tellement la prestation ouf, genre le Conchita Wurst à la française, etc., qu'en fait, j'en attendais trop. Ah oui. Et j'ai été déçu. En revanche, cette chanson m'a fait pleurer 1 million de fois quand je l'écoutais au casque. Je la trouve sublime. Elle fait encore partie de mes favoris dans ma playlist Spotify. Et pour ça, je te donne mes 12 points. Et Merci. bravo encore, Bilal, si tu nous écoutes. C'est une chanson sublime. Tu es le bienvenu dans 12 points. Oui, bienvenue dans Bilal, 12 points. bien sûr. Exactement. Quentin, pour merci, je te donne 3 points. Il a pas aimé les 8 points. Alors non, c'est pas une histoire parce que je les ai écrits sur mon papier, je ne peux pas tricher. Mais je te donne 3 points, pourquoi ? Parce qu'en fait, je déteste cette chanson. En fait, je déteste tout ce que elle représente. C'est-à-dire que ces messages faussement, alors peut-être pas faussement gentils, mais en tout cas, c'est comme ça que je les ai ressentis, qui surfaient sur la vague du petit Ilan à ce moment-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était putassier. C'était putassier, en fait. Et j'ai détesté cette prestation. J'ai vraiment détesté cette prestation. Alors, madame, monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus dans 12 points, visiblement. Hein. Si, pour tout un tas de raisons, et parce que je serais ravi de confronter nos opinions. Mais et la chanson, je pense qu'elle a été écrite avant le tapage médiatique autour du petit Ilan. Oui. Mais vraiment, je trouvais que ça tombait pas du tout à point nommé, que c'était pas beau. Et qu'effectivement, il y a eu des histoires, à mon avis, au niveau du staging pour que ce soit aussi pauvre. Qui font comme les cheveux de Dorothée. Les coulisses. Les coulisses de l'Eurovision. Eh bien, écoutez, on se quittera donc ce premier épisode de la saison 2 avec Bilal Hassani. Je vous invite, mesdames et messieurs, qui nous écoutez aujourd'hui, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. C'est reparti pour cette saison. Instagram, Twitter, Skyblog. Non, pas d'OnlyFans, mais en tout cas, si vous voulez nous aider à participer, à nous permettre de développer ce programme, n'hésitez pas à contribuer à notre Tipeee, comme l'a fait encore une fois, et on le remercie, Pierre Dash, que nous retrouverons très bientôt sur Tipeee 12.podcast. Pour le reste, Vincent, Quentin, c'était un plaisir de vous retrouver au micro de 12 points. Tellement, on va vous faire rêver cette saison. Attention, préparez-vous. On va envoyer du lourd. Hein. On l'espère. On se retrouve dans 3 semaines pour évoquer un sujet brûlant. Évidemment. Et qui parle à tous. C'est quoi, Quentin ? L'argent. Le nerf de la guerre. Exactement, l'argent, l'Eurovision, l'économie autour de l'Eurovision. Dans 3 semaines, rendez-vous sur vos plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. On vous aime, on vous fait des bisous. Et on se quitte avec Bilal Hassani. À très vite. Bisous. J'invente ma vie, ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, change me who I love. Laisse-moi m'envoler. I'm not rich but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. God can judge you and me. Ce qu'on est
on ne l'a pas choisi. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe ou ça casse, mais ça regarde qui. Not rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. I know, even though you try to take me down, you cannot break me now. Toutes ces voix, fais comme ci, fais comme ça. Moi je les galope pas, je les move, we move my crown. Je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Merci.